Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Oui, Super. Donc, rapidement, je vais présenter quand même Solagro. C'est vrai que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse la structure. Donc, Solagro est une association toulousaine qui œuvre, entre autres, pour le développement de la filière méthanisation et particulièrement méthanisation agricole depuis une quarantaine d'années, depuis sa création. Donc, on a 3 cœurs de métier. Un cœur de métier ingénierie, qui consiste en l'accompagnement des porteurs de projets depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la mise en service, de l'exploitation. Et donc dans ce cadre-là, on a accompagné ce jour, plus de 200 projets, en France, à différents stades, hein, puisqu'on a un accompagnement à la carte. Et on a aussi une activité de formation-information et pour ce qui nous intéresse également, de recherche et développement. Donc dans ce cadre-là, nous avons, ces dernières années, grâce au programme Méthalae notamment, suivi, l'impact de la méthanisation sur les exploitations agricoles, précisément. Donc c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui et l'idée, c'est de savoir comment la méthanisation et particulièrement le coproduit qui est le digesta peut accompagner, la transition des exploitations agricoles vers des pratiques plus agroécologiques. Donc, juste pour que tout le monde ait bien en tête le principe de la méthanisation et particulièrement de la méthanisation agricole. Donc, simplement, je rappelle que les matières entrantes dans le digesteur sont toutes composées de matière organique, matière inerte et de l'eau, que sous l'action des bactéries méthanogènes, les bactéries vont dégrader une fraction de la matière organique, celle qui est facilement dégradable. Donc, selon les matières, c'est variable, entre 40 à 80% de la matière organique. Cette matière organique dégradée va produire ce que l'on appelle le biogaz, donc essentiellement composé de méthane, de CO2 et d'hydrogène sulfuré. Ce biogaz, on peut le valoriser de différentes manières, soit en cogénération en produisant de l'électricité et de la chaleur que l'on devra valoriser, ou alors en l'épurant pour qu'il atteigne une qualité proche de celle du gaz naturel et en l'injectant sur le réseau de transport ou de distribution pour des usages très variés comme l'usage par des particuliers pour du chauffage essentiellement, ou par des industries, ou de plus en plus pour tout ce qui est question d'écomobilité, puisque on s'aperçoit que le biométhane peut jouer une carte importante dans la transition écologique grâce à la mobilité. Donc ça, c'est pour la partie biogaz. Et de l'autre côté, on a le coproduit qu'on appelle le digesta, qui va être constitué des mêmes quantités d'eau que ce qui sont rentrés dans le méthaniseur, des mêmes quantités de matières fertilisantes, de matières inertes, donc tous les intrants en azote, phosphore et potassium ressortent en quantité strictement identique dans le digesta, ce qui n'est pas le cas avec d'autres procédés de traitement de la matière. Et puis, on va retrouver aussi tout ce qui est matière organique qui n'aura pas été dégradée. Donc, c'est ce qu'on appelle la matière organique stable et c'est celle qui va être structurante pour les sols agricoles. Donc, le digesta est un produit, on va dire, très performant d'un point de vue agronomique pour différentes raisons. Donc, comme je viens de vous le dire, on va conserver la matière organique dite stable, donc structurante. Donc, on va maintenir le potentiel humique que pourraient avoir les effluents agricoles de type lisier ou fumier. Mais le point important, c'est qu'on va améliorer l'effet azote. Donc, je ne le développe pas tout de suite, j'ai une diapo juste après. Donc, on va avoir également un produit qui est plus fine et plus fluide et plus homogène, puisqu'on va être sur des durées de stockage minimum pour du digesta liquide de 6 mois, mais selon les installations qui peuvent monter jusqu'à 9 mois ou 1 an. Et l'intérêt, c'est qu'on va avoir un produit final qui est hygiénisé, puisqu'effectivement, la méthanisation, on est sur un couple temps-température d'environ 37-40 degrés pour des temps de séjour qui varient entre 40 et 100 jours de temps de séjour. Donc, on va réussir à éliminer 99% des germes pathogènes et une bonne partie des graines de mauvaises herbes.
Par ailleurs, le digestat qui est épandu sur les prairies va être d'un intérêt fort en élevage parce que vu qu'il est désodorisé, on va pouvoir remettre les cheptels sur les pâturages plus rapidement parce que les prairies sont plus appétantes. Donc, je reviens spécifiquement sur l'effet de la méthanisation sur l'azote contenu dans nos matières entrantes. Grosso modo, dans les effluents agricoles de type lisier ou fumier, on va avoir, selon les types de substrats, une quantité à peu près équivalente en azote organique et en azote minéralisé. Si on est sur un lisier porcin, on va être plutôt riche en azote minéralisé, mais si on est sur un fumier bovin, on va être plutôt riche en azote organique. L'intérêt de la méthanisation, justement, c'est que ces bactéries méthanogènes vont venir transformer une partie de l'azote organique en azote minéralisé. L'azote minéralisé, c'est celui qui est directement disponible pour la croissance des plantes et qui est directement assimilé par celle-ci. Donc, c'est la fraction qui se substitue directement à l'utilisation des engrais chimiques minéraux. Donc, dans le digestat brut, on va avoir en proportion 25 d'azote organique, 75 d'azote minéralisé. Et selon qu'on fasse un post-traitement de séparation de phase, comme on peut le voir sur Clair-Vert, par exemple, on va avoir une fraction solide qui va être majoritairement composée de l'azote organique. Donc, cette fraction solide, on va l'utiliser comme un amendement de fond, donc plutôt comme un apport de fumier ou alors comme un compost. Et on va avoir la fraction liquide qui peut être composée jusqu'à 90 d'azote minéralisé. Et c'est là que je vous disais qu'on va avoir une utilisation très proche de celle des engrais minéraux chimiques. Donc, tout l'intérêt de la méthanisation, c'est justement cette minéralisation de l'azote organique qui va être du coup plus efficace pour les plantes, qui va avoir une origine renouvelable et locale. Ce qu'il ressort donc du programme Métalae, qui a suivi 46 exploitations liées de près ou de loin à un méthaniseur en fonctionnement depuis 2014. Donc, on a un certain retour d'expérience sur l'utilisation de ce digestat. On a pu constater que sur des exploitations agricoles, on a une baisse moyenne de 20 des recours aux engrais minéraux parce que justement cet azote directement assimilable par les plantes est plus efficace et donc on a besoin de faire moins d'apports d'éléments fertilisants minéraux. Par ailleurs, on s'aperçoit que les agriculteurs vont avoir une vision globale de leur bilan azoté plus attentive et donc on va gérer mieux les apports d'azote et globalement, on est sur une réduction moyenne de 10 du solde global azoté, ce qui va de pair avec une évolution positive de tout ce qu'on appelle la pollution au lessivage azoté, puisque si on a moins de solde dans le sol, nécessairement, on aura moins de lessivage sur cette fraction-là. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que selon les matières entrantes dans le méthaniseur, le digestat est valorisable en agriculture biologique. Et le fait d'avoir minéralisé cet azote organique pour le rendre directement assimilable par les plantes, on s'aperçoit que sur les exploitations agricoles en bio qui utilisent du digestat liquide, on atteint des rendements de production qui sont très proches de ceux du conventionnel. Par ailleurs, beaucoup de questions se posent sur le digestat et la vie du sol et le stockage du carbone. Donc ici, 2 retours d'expérience. D'abord, un projet sur le carbone stable du sol en fonction du pré-traitement de l'ensilage de culture. Ici, on a comparé donc l'apport de carbone stocké stable dans le sol selon que l'on restitue une biomasse végétale brute, une biomasse végétale qui a juste été méthanisée, une biomasse végétale qui a été digérée par une vache et donc ce sont les excréments qui sont méthanisés ou alors non pardon, et les excréments directement épandus, pardon, ou alors carrément la biomasse végétale qui a été digérée par la vache
dont les fumiers ont été méthanisés et le digestat a été rapporté au sol. On s'aperçoit que finalement, quel que soit le type de pré-traitement, la fraction de carbone stable apportée au sol par une culture est toujours la même. Et donc, la méthanisation ne va pas accélérer la baisse de carbone stable dans le sol, contrairement à ce que l'on peut entendre dire ces derniers temps. Par ailleurs, la méthanisation permet de généraliser les couverts intermédiaires de sols nus qui peuvent être valorisés grâce à l'énergie de la méthanisation. Et donc, c'est le déploiement de ces cultures intermédiaires qui va augmenter le carbone au sol, parce que même si on exporte les parties aériennes, il reste toujours le système racinaire et les chaumes qui vont apporter pas mal de carbone au sol. Et en plus, si on retourne le digestat de ces cultures intermédiaires, on va faire du retour supplémentaire de carbone au sol. Sur tout ce qui est l'impact de la méthanisation et du digestat sur la biologie des sols et particulièrement sur la macrofaune, celle des vers de terre. Ici, je vous présente les résultats d'un programme Méta-Méta, donc de l'INRA, qui a eu lieu entre 2016 et 2019 sur donc une parcelle où on a pendant 3 ans regardé l'impact donc d'un apport de fertilisation minérale par rapport à un lisier, par rapport à un digestat brut et un digestat liquide. Et on a regardé quel était l'impact en termes de développement de la population de vers avant et après apport cette fertilisation-là. On s'aperçoit globalement que dès lors qu'on apporte un produit organique, on a une population de vers qui est significativement supérieure à une fertilisation minérale chimique. Ensuite, ce qu'il faut regarder entre les 3 produits organiques, lisier, digestat brut ou digestat liquide, c'est qu'il n'y a pas de différence significative sur la biologie, sur la population de vers, et que effectivement, globalement, on a une population de vers qui est plus riche 14 jours après l'épandage. Donc, le digestat liquide ou brut n'a pas d'effet létal particulier sur la population de vers. Il y a quelques cas de mortalité qui ont été constatés, mais pas par rapport spécifiquement aux produits utilisés que serait le digestat, mais plutôt aux conditions d'épandage. Si on est sur un sol qui est déjà très chargé, très ressuyé, en eau et qu'on fait un apport de digestat effectivement liquide, à ce moment-là, on peut avoir quelques mortalités de vers, mais qui est très vite pallié par un développement plus accru de la population par la suite. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, on peut réfléchir à comment la méthanisation peut accompagner le développement agroécologique de certaines de nos fermes. Et donc, on a fait le travail d'imaginer comment la méthanisation pouvait répondre à la transition énergétique et aux problématiques de réchauffement climatique dans un système céréalier et dans un système élevage. Donc, le premier portrait de ferme que je vous présente ici, c'est une ferme en grande culture, donc qui est constituée de 170 hectares de SAU sur des terres fertiles de la Somme. Et l'idée, donc, c'est qu'on a engagé une transition d'un système agricole classique vers une agriculture de conservation, où on a allongé et diversifié la rotation, et notamment où on a imaginé un semi-direct de blé sous couvert de trèfle, lequel est, lui, valorisé en méthanisation. Le trèfle est méthanisé et en contrepartie, on récupère du digestat qui va permettre de faire le rôle de fumier végétal. Donc, en situation actuelle, on avait une rotation donc, de 6 ans avec une rotation blé, colza, blé, pomme de terre, blé, betterave, où les intercultures étaient systématiquement des sols nus. Donc, on avait une exploitation donc, qui avait des rendements globalement élevés, mais très dépendants aux intrants fuel et azote, avec de forts impacts environnementaux, notamment l'utilisation de pesticides et une faible résilience climatique, avec effectivement des productions céréalières sont très sensibles aux fortes températures estivales.
On a imaginé donc la diversification dans une situation future de la rotation. L'idée, c'est d'implanter un couvert de trèfle en base et de venir faire un semi-direct de blé tendre 2 années consécutives dessus, lequel est, récolté et valorisé en culture de vente. Les pailles de blé sont récoltées et exportées en méthanisation et le trèfle, est également, récolté et envoyé en méthanisation. Derrière, il y a une culture de lentilles, une betterave sucrière et du colza. Donc ici, ces 3 tableaux, font le bilan actuel et futur de l'exploitation agricole. Le tableau de gauche reprend les données globales et les tableaux de droite, vous donnent l'évolution des productions, actuelles et futures. Donc on voit globalement que dans le système futur, on va avoir un petit peu plus de production que dans le système actuel puisqu'on est à 1 470 tonnes de matière contre 1 312 tonnes, avec une petite baisse sur les céréales, mais des productions équivalentes en oléagineux, en betterave, même un peu plus, et une nouvelle production, celle des protéagineux. En méthanisation, on envoie 300 tonnes de couverts de trèfle en matière sèche, 100 tonnes de paille et 30 tonnes de matière sèche d'herbe de fauche. Donc, on arrive, grâce à la mobilisation de ces produits-là, à une production énergétique de 990 mégawattheures. Donc, si on regarde le bilan avant-après méthanisation, on produit un petit peu plus de ressources, on utilise beaucoup moins d'azote minéralisé puisque le digestat va permettre de substituer donc une part d'azote chimique. Donc, on passe de 13 tonnes d'azote, 31 tonnes d'azote chimique pardon, à 13 et vient en plus de la fixation d'azote symbiotique grâce au couvert de trèfle à raison de 9 tonnes d'azote symbiotique. Je vous disais qu'on faisait plus attention au bilan global azoté puisqu'on diminue par 2 le surplus d'azote et on diminue également par 2 les émissions en NH3. Donc, si on regarde d'un point de vue énergétique, on a fortement diminué les consommations d'énergie, puisqu'on était à 780 mégawattheures dans le système de référence et qu'on n'est plus qu'à 360 mégawattheures dans le système futur. On a de la production d'énergie renouvelable. Donc là où en système de référence, on était une exploitation très consommatrice d'énergie, finalement, dans le futur, ces exploitations agricoles auront un impact positif sur l'environnement puisqu'elles seront des fermes à énergie positive et même dans ce cas-là, elle stocke plus de gaz à effet de CO2 pardon, que ce qu'elle émet. Donc c'est aussi une exploitation qui peut devenir neutre d'un point de vue émission de gaz à effet de serre. Je me dépêche. De la même façon, on a fait le même travail sur le portrait de ferme élevage. Donc, on avait un GAEC en bovin viande avec 120 hectares de SAU et 70 têtes. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que l'autonomie fourragère de ces exploitations est de plus en plus difficile à atteindre avec la sécheresse, notamment sur les prairies temporaires et permanentes. Et donc, la vision de Solagro, c'est de diminuer la production de bovins sur les années les plus difficiles en termes de production de ressources fourragères et que tout l'excédent fourrager, les bonnes années, peuvent servir notamment à l'alimentation d'un méthaniseur. Donc, dans ce cas-là, on divise par 2 le troupeau et tout ce qui ne sera plus valorisable pour l'alimentation fourragère, on l'enverra donc dans le méthaniseur. Donc là encore, on va cette fois-ci produire un petit peu moins que dans le système actuel, mais l'idée, c'est d'avoir une exploitation avec des revenus plus variés et avec une meilleure résilience face au réchauffement climatique et à la diversification des revenus. Donc là, on voit encore qu'on devient une ferme à énergie positive, puisqu'avant, on consommait 340 mégawattheures par an, et là, on économise 400 mégawattheures d'énergie par an grâce à tous les leviers qu'on a pu voir, ce sont les mêmes que dans le système céréalier. Donc, pour nous, la méthanisation, c'est un vrai outil de cohérence au sein des exploitations agricoles parce qu'elles permettent autonomie, souplesse et efficacité.
on va pouvoir allonger les rotations, on va avoir la Il va falloir production d'un azote. conclure, Céline, s'il te Oui, plaît. c'est la dernière diapo, c'est les dernières phrases. Donc, production d'un azote local efficace et surtout une meilleure cohérence entre les différents ateliers. Voilà, donc je m'arrête là.